Quand on regarde les différents pays de la région dans ce rapport annuel d'Amnesty, on voit que les situations des droits humains sont très différentes d'un pays à un autre, et c'est bien normal. Il y a eu dans certains pays certaines avancées en matière de droits humains, mais aussi dans d'autres d'importants reculs en matière de droits humains. Mais on peut quand même, en analysant un peu ces différents pays, faire ressortir des tendances générales de violation, et c'est celle-ci que j'aimerais brièvement vous présenter. Je vais vous présenter 4 tendances un peu qui, je pense, marquent la situation en Afrique de l'Ouest et du Centre. La première, c'est la persistance des situations de conflit et des attaques contre la population civile. Je ne vais pas trop m'épancher sur cette tendance puisque Ousmane Diallo vous parlera effectivement de la situation au Sahel, mais il faut savoir que dans la région persistent de nombreuses situations de conflit, au Sahel évidemment, mais aussi autour du lac Tchad, en République centrafricaine ou également au Cameroun, et des situations où les populations civiles sont les premières victimes des conflits, victimes de crimes les plus graves, et souvent de crimes commis à la fois par les groupes armés, mais aussi par les forces armées nationales, et en plus des crimes qui, trop souvent, restent impunis. Et donc c'est pour ça que Amnesty International appelle les États à la protection de ces populations et à la lutte contre l'impunité de ces crimes les plus graves. Mais je laisserai Ousmane Diallo s'épancher un peu plus sur la situation spécifique au Sahel. La deuxième tendance qu'on voulait relever également ce matin de violation des droits humains dans la région, c'est le rétrécissement de l'espace des libertés dans la plupart des pays de la région. C'est aussi une tendance que l'on voit au niveau mondial. Et en effet, dans la région, un certain nombre de gouvernements au pouvoir, et notamment ceux au pouvoir depuis de nombreuses années, voire des décennies, ont continué à chercher à restreindre les libertés et à s'attaquer aux voix critiques et dissidentes. Et on l'a vu aussi, cet exemple, dans des pays qui ont connu des processus électoraux l'année dernière, extrêmement tendus, contestés, où les autorités ont cherché, encore une fois, à faire taire les critiques sur leur gouvernance. Je pense notamment à la situation au Cameroun ou en Guinée, ou même en Mali, où ces situations ont existé et où on a pu voir un certain nombre d'interdictions de manifestations à plus ou moins long terme, des coupures, par exemple, du réseau Internet lors des scrutins électoraux. On a pu aussi dénoncer à plusieurs reprises des arrestations arbitraires à l'égard de journalistes, à l'égard d'organisations de la société civile, de défenseurs des droits humains ou même d'activistes politiques. Donc des arrestations arbitraires, mais aussi, et vous le savez, beaucoup de situations de violence policière. C'est aussi un phénomène mondial, mais qui existe aussi dans la région, où des forces de l'ordre ont réprimé des manifestants, parfois dans le sang, dans certains pays, et encore une fois, des situations qui demeurent impunies. Et c'est pourquoi nous dénonçons aussi ces situations et appelons à la lutte contre l'impunité, ou en tout cas des sanctions contre les auteurs de ces répressions. Et ce que je vous disais au début, c'est qu'on a vu aussi que ce phénomène s'est accru du fait notamment de la pandémie du Covid-19, puisqu'on a vu des situations dans de nombreux pays où ces forces de l'ordre, pour mettre en œuvre les restrictions des autorités pour lutter contre le Covid-19, ont usé de manière excessive de la force et ont réprimé ces manifestants. Troisième tendance que je voudrais rapidement aussi brosser, c'est des situations de violence et de discrimination fondées sur le genre. Dans de nombreux pays, il y a encore trop de lois et de pratiques discriminatoires à l'égard notamment des femmes, pratiques discriminatoires au sein de la famille ou au sein de la vie professionnelle, et des situations de violence à l'égard des femmes qui, elles aussi, ont été exacerbées au moment de la pandémie, notamment du fait des confinements, où de nombreuses femmes ont pu être victimes de ce type de violence. Et donc nous appelons évidemment les États, là également,
à respecter, à faire respecter les droits des femmes et plus largement à faire respecter la non-discrimination. Dans le rapport annuel que nous avons eu des préoccupations en ce qui concerne les droits des personnes LGBT, évidemment c'est devenu une question électorale au Sénégal. Il y a beaucoup de surenchères autour de la question des LGBT. L'État dit on veut nous imposer de dépénaliser. Oui, quand il faut appliquer les résolutions des Nations Unies sur l'affaire Karim Wade ou l'affaire Khalifa Sall, ils disent on est souverain. On n'applique pas. On est souverain, on n'applique pas. Mais quand il s'agit des LGBT, ils disent oui, on veut nous imposer. Je pense qu'il faut arrêter la surenchère, il faut arrêter la démagogie. Aucun État, aucune ONG, pas même les Nations Unies ne peuvent obliger le Sénégal à dépénaliser. Par contre, il faut que ça soit très clair. La Constitution du Sénégal protège tous les Sénégalais, protège le droit à la vie. La Constitution du Sénégal protège le droit à la vie de tous les citoyens sénégalais. Depuis que la peine de mort a été abolie en 2004, même l'État ne peut pas prendre la vie de quelqu'un. Donc la Constitution protège le droit à la vie pour tout le monde. Et n'exclut aucune catégorie de Sénégalais de cette protection du droit à la vie. La Constitution protège tous les Sénégalais contre les traitements, contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Tous les Sénégalais sont protégés par notre Constitution contre la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et n'exclut aucune catégorie de Sénégalais de cette protection. Le droit à la vie privée, il est protégé par la Constitution pour tous les Sénégalais. Aucun n'est exclu de cette protection-là. Le droit de ne pas être discriminé est également garanti par la Constitution à tous les Sénégalais. Nulle part dans la Constitution, on exclut une catégorie de Sénégalais de cette protection. Donc ce qu'on demande à l'État du Sénégal, n'est-ce pas, c'est de faire en sorte que tous les Sénégalais soient également protégés par la loi. Que le droit à la vie soit protégé pour tout le monde, que tout le monde soit protégé contre la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et là, on a vu beaucoup de vidéos qui ont circulé dans le net, où des personnes ont été battues, frappées, humiliées, parce qu'ils étaient prétendument homosexuels, sans que la police n'enquête et ne cherche à arrêter ces personnes. On a également eu des intrusions graves à la vie privée des personnes. Donc, ce sont ces obligations que nous rappelons à l'État du Sénégal. Nous ne sommes pas dans la démagogie, nous ne sommes pas dans les élections. Nous disons, vous avez adopté votre propre constitution, je n'évoque même pas les traités internationaux, la propre constitution du Sénégal, qui garantit ses droits à tout le monde. Il faut que l'État assure ses droits à tous les citoyens sénégalais. Et que personne ne soit exclu, n'est-ce pas, de la jouissance de ces droits que la Constitution donne aux Sénégalais. Donc l'autre point que nous allons évoquer évidemment, c'est évidemment la Casamance. La Casamance où nous avons eu en 2020 évidemment beaucoup de violence. En 2020, beaucoup de populations que l'État du Sénégal avait cherché à réinstaller dans des villages abandonnés depuis 20 ans, 30 ans. Ces populations ont été immédiatement chassées par les rebelles qui ont détruit les maisons, ont détruit les champs, n'est-ce pas? Dans le département de Goudomp notamment, on a eu beaucoup de cas de populations qui avaient été réinstallées, qui ont été immédiatement chassées par les rebelles. Évidemment, nous condamnons ces actes de violence contre des populations civiles par des groupes armés, n'est-ce pas? Et nous avons également déploré la mort d'une personne, Hamidou Diémé, qui a été donc exécuté par des personnes qui ont quitté la brousse, qui sont venus à moto, qui l'ont appelé au téléphone. Il est sorti de la case et on l'a abattu. On a connu ce même genre d'attaque à Moulombe également, toujours dans le département de Bignona, en 2019, contre Abdou Elinkine Diatta. Notre crainte, c'est que ce genre d'exécution devienne monnaie courante. Évidemment, nous avons tout le temps tiré sur les maîtres coraniques. Il y a eu des cas de meurtre dans les Dara. Il y a eu un cas d'un jeune qui est mort au mois de février dans un Dara à Louga. Fort heureusement, on a eu un procès. Il y a juste 2 semaines, le maître coranique a été condamné à 5 ans de prison et a payé une forte amende à la famille. Donc, au moins, la justice commence à traiter ces cas avec beaucoup de courage.
n'est-ce pas, malgré les pressions des maîtres coraniques, malgré les pressions des religieux, la justice commence vraiment à prendre ses responsabilités et à punir les maîtres coraniques qui portent atteinte à l'intégrité physique des enfants, qui portent atteinte, n'est-ce pas, à la vie des enfants talibés. Mais il faut le dire, on a besoin d'un cadre juridique protecteur de l'enfant. Et le code de l'enfant est justement ce cadre juridique que la société sénégalaise, la société civile a demandé et qui malheureusement tarde à être évidemment concrétisé par le vote de cette loi à l'Assemblée nationale.